Je crois que pour préparer une carrière, déjà ce qui est important, c'est d'avoir un objectif. Moi j'avais dans l'idée d'être entrepreneur. Et donc je crois que chaque individu a en lui une idée. Et ce qu'il faut, c'est extérioriser cette idée, c'est la trouver de façon à se sentir le plus vite possible, bien dans ce qu'il fait, et de pouvoir démarrer très vite dans une voie qui pourra par la suite lui donner la plénitude. La semaine dernière, vous aviez été aussi consacré comme la plus grande entreprise française en termes de valorisation boursière, 250 milliards d'euros. Alors je ne sais pas quel est le titre qui vous fait le plus plaisir, mais dans les deux cas, c'est une double consécration. Moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est la décennie à venir. He's good at business because he's good at creation, imagination and origination. And I am actually personally deeply privileged to come and say these words of support to you tonight, Bernard. Thank you for all you have done. Tony Blair a frappé juste, car il considère que dans son domaine, ou plutôt ses domaines, Bernard Arnault est une sorte d'artiste. Avant d'être intéressé par l'école polytechnique, j'étais déjà dans une famille d'entrepreneurs et j'étais déjà moi-même passionné par l'entreprise. Je me rappelle que quand j'étais enfant, je vivais dans une maison à côté d'une entreprise dirigée par mon grand-père et que j'avais grand plaisir à aller me promener avec lui sur les différents chantiers qu'il construisait et ensuite avec mon père qui a continué son activité quand mon grand-père est décédé en 1959. J'étais donc baigné dans cet environnement d'entreprise qui m'a marqué et qui déjà me passionnait. Deuxième valeur qui explique, je crois, le succès du groupe, c'est la recherche permanente de la qualité, de l'extrême qualité dans les produits. Parce qu'aujourd'hui, la clientèle mondiale est de plus en plus éduquée. Elle voyage énormément. Les gens savent que derrière une marque, on trouve des bons produits ou que derrière certaines marques qui font beaucoup de communication, bon, il y a moins de réalité, de produits, d'excellence. Et nous, on essaye toujours d'avoir ce souci de produire les meilleurs produits au niveau qualitatif. La capitalisation boursière ou les bénéfices dans un groupe comme le nôtre, je les considère comme une conséquence de l'action des différents entrepreneurs. Ouais. Que nous sommes une entreprise qui est formée de beaucoup de marques, chacune dirigée par un entrepreneur, et dans laquelle la créativité joue un rôle essentiel. La créativité, tous nos produits, c'est quelque chose qui est d'ailleurs fascinant à suivre, puisque nous avons des designers, nous avons des stylistes qui sont assez exceptionnels, par exemple chez Dior ou chez Louis Vuitton, chez Céline. Bon, enfin, je ne vais pas toutes les citer. Ce qui compte énormément, c'est également la qualité. C'est une des valeurs du groupe, c'est la qualité des produits, la qualité de ce que ces créateurs nous permettent de réaliser, les innovations qui sont des innovations durables. D'abord, je considère que je travaille beaucoup, mais pas non plus de manière exagérée, même si je travaille le week-end et tout ça, mais je le fais de manière raisonnable. Et j'ai une vie personnelle qui est très axée vers la famille. Je m'occupe beaucoup de mes enfants. Je suis très en détail les études. Toute cette famille, c'est le futur du groupe. On verra. Il faut d'abord que ça les intéresse. Et ensuite, il faut qu'ils s'en montrent capables. Et ça, mais qui va en décider à part vous ? Je pense que je serai quand même suffisamment objectif pour ne pas confier de responsabilité à mes enfants si j'estime qu'ils n'en sont pas capables. Voilà. Ceci dit, sur les 5 plus mes 2 neveux, il y en aura bien quelques-uns qui se montreront capables. Enfin, c'est à espérer. Une des différences et qui explique peut-être les succès dont vous avez la gentillesse de parler, une des différences avec beaucoup d'entreprises, c'est que nous ne sommes pas une entreprise anonyme. C'est une entreprise familiale. Et nos collaborateurs font partie de la famille. Vous voyez ? Donc, on a un lien avec tout le monde
qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus durable, puisque moi je ne vais pas rappeler le nombre d'années, mais à la tête de ce groupe depuis quand même un bon nombre d'années, et que nos objectifs sont des objectifs à long terme. Je crois qu'on ne se remet jamais vraiment de la disparition de son père. C'est un choc terrible qui vous laisse un peu sans socle véritable. Je crois qu'on ne s'en remet vraiment jamais. Est-ce que c'est justement à cause de lui que vous avez fait tout ça? Il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé. C'est certainement grâce à lui. La quatrième valeur, c'est l'engagement. C'est l'engagement en matière environnementale, en matière sociale, en matière de relations avec nos fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de donner du sens à nos produits. Parce qu'aujourd'hui, une des caractéristiques du marché de nos produits de haute qualité est que les clientes et les clients qui s'y intéressent veulent non seulement un produit innovant, un produit de qualité, mais un produit qui apporte du sens. Et le sens, on l'apporte en étant les défenseurs de l'environnement. Nous avons été le premier groupe français, en 1992, à créer un service spécialisé, une direction de l'environnement. Nous attachons une importance très particulière, vu nos origines aussi dans l'agriculture, avec le champagne, le cognac, les grands vins, à tout ce qui concerne la terre et donc à la préservation. Mon père, qui est un centralien, également ingénieur, qui était lui très orienté vers la construction et les travaux publics, m'a rapidement dit, écoute, cette entreprise qui avait 1000 personnes, c'était une PME, je vois que tu as certaines capacités pour la faire fonctionner, donc pourquoi tu t'en occuperais pas toi-même? J'avais 26 ans et grâce à lui, je me suis retrouvé à sa demande, PDG de cette petite entreprise du Nord, que l'on a ensuite développée. Parce que ce que ça m'a appris, et ce qui est important dans la vie d'une entreprise, c'est la constitution d'une équipe. Et j'ai eu la chance, dès cette époque-là, d'arriver à attirer dans cette petite entreprise des collaborateurs et partenaires de très grande qualité, ce qui fait qu'on a vite développé cette affaire et qu'elle est devenue, en quelques années, un des principaux constructeurs français. Vous avez rappelé tout à l'heure le nom de cette entreprise. Depuis, on a fusionné avec Nexity. On vend à la fois des produits, mais on leur revend aussi des expériences. Ah, c'est ça. Puisque maintenant, nous avons... D'ailleurs, il était dans le petit film que vous avez présenté hier soir. On leur vend des expériences extraordinaires et dans chacun de ces endroits, nous essayons justement d'être très proches de l'environnement et de montrer en quoi leur participation à une aventure, par exemple, nous avons un safari photo au Botswana, en quoi tout ça permet de préserver l'environnement. Et les gens, les clients, les clientes, ils sont très sensibles. Comment vous voyez l'évolution du monde, Bernard Arnault? Vous êtes un groupe mondial, vous avez une vue sur l'ensemble des grandes zones géographiques. On voit que la Chine redémarre. J'ai envie de dire comme en 40, encore mieux qu'avant la pandémie. Est-ce que le monde est en train de basculer? Est-ce que ça veut dire que LVMH doit aussi réallouer ses actifs en fonction des rythmes de développement? Je me rappellerai toujours, et je ne peux pas m'empêcher de vous faire cette anecdote, en arrivant à l'aéroport de Kennedy, ça c'était un petit peu avant, c'est la première fois que j'allais aux États-Unis, et ça m'avait beaucoup frappé. Je monte dans un taxi, et je parle au taxi, et il commence à me parler des États-Unis, du président, c'était en 71, donc c'était un peu avant. Il me dit, mais il n'aimait pas du tout le président Nixon, bon, qui ensuite d'ailleurs a dû partir. Et moi je lui parle de la France, je lui dis, bon, vous n'aimez pas le président Nixon, est-ce que vous connaissez le président Pompidou? Il dit, non, je ne connais pas le président français, mais je connais Christian Dior. Bon. Et j'étais à ce moment-là fasciné de voir qu'en France, nous avions un nom, il y en a d'autres d'ailleurs, mais qui était mondialement connu. Et donc, quand je suis retourné aux États-Unis
alors là pour m'y installer pendant quelques années, j'ai pu constater l'impact des marques françaises sur un marché comme les États-Unis et qui était tout à fait considérable. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui aux nombreux jeunes qui prennent des initiatives pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut être très très persuasif et il faut être tenace. Il faut avoir une vision à long terme. Quand on a une idée, si elle est bonne, évidemment, il faut avoir une bonne idée au départ. Il faut s'y tenir et aussi comprendre que dans une start-up, 90% du succès, c'est l'exécution. Même quand l'idée est bonne, si c'est mal exécuté, ça marche pas. Ça faut bien exécuter. C'est à ce moment-là que le dossier dont vous avez parlé, Boussac, m'a été proposé, que nous l'avons rencontré. Et là, c'est quelque chose d'assez étonnant, puisque cette entreprise qui avait été mise en faillite en 1981 avait ensuite été gérée par les pouvoirs publics pendant toute cette période. Et comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de circonstances, les pouvoirs publics avaient fait d'une faillite, je dirais, banale, une catastrophe nationale, en nommant dans cette entreprise toute une série de personnes à la tête plus incompétents les uns que les autres, et en laissant se développer une hémorragie de cash absolument énorme. Donc quand Laurent Fabius est arrivé à Matignon, il a dit il faut qu'on arrête ça, c'est pas à l'État de gérer une entreprise industrielle comme ça, trouvons une solution. À l'époque, avec mon associé Pierre Godet, qui est un juriste éminent, un des plus jeunes, je crois le plus jeune agrégé de droit en France, on s'est dit on va regarder le dossier. Nous avions tous les deux environ 35 ans et on s'est mis à l'étudier. Comme j'avais une équipe qui gérait mon entreprise de construction, Ferrinel, on avait du temps et donc on a regardé le dossier en détail. Et nous avions beaucoup de concurrents, des groupes industriels du textile, des groupes d'investissement, etc. Ce qui, de l'avis des observateurs, nous donnait une chance voisine de zéro d'arriver à réaliser cet investissement. Et finalement, grâce au fait que nous étions les seuls à avoir regardé en détail le dossier et qu'en plus nous avions trouvé une formule qui permettait d'éviter au pouvoir public d'avoir un gros problème avec les actionnaires précédents, puisque nous avions réussi par un montage complexe à sécuriser cet aspect des choses. Finalement, au bout de 6 mois de négociations et avec toute une série de concurrents en face de nous, on a réussi et on a obtenu l'accord des créanciers et des pouvoirs publics pour reprendre cette affaire. Et donc nous voilà, tous les deux, mon ami Godet et moi-même, on trouve PDG de cette affaire. Donc, jusqu'à présent, je gérais une entreprise dans le Nord. Là, on se retrouve à la tête de Boussac, qui employait à peu près, c'était pas encore très gros, mais enfin quand même 20 000 personnes, et qui perdait en francs 100 millions de cash par mois. Donc là, il fallait réagir. Je ne vais pas vous faire toute une explication là-dessus, parce que ça prendrait toute une conférence rien qu'à soi seul, mais grâce au fait que là aussi, on a reconstitué des équipes très efficaces, et qu'on a très vite décidé d'une vision, on a réussi à remettre l'affaire en avant. Alors, non, je pense que c'est grâce à lui. Je crois que c'est un père assez exceptionnel et que le fait qu'il m'ait mis en charge d'une entreprise à 25 ans, ce qui n'est pas arrivé très souvent, ça m'a permis d'accélérer le processus d'apprentissage d'une manière formidable. Et que sans lui, j'aurais probablement jamais pu faire ça. En 1991, je me suis retrouvé à Pékin. Je me suis retrouvé à Pékin pour inaugurer la première boutique Louis Vuitton à Pékin. Et quand je suis arrivé sur place, c'était mon premier voyage en Chine, j'arrive dans une ville où il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait que des vélos. Et tous les passants étaient habillés en noir. Bon, je suis arrivé dans un hôtel qui s'appelait le Palace, où il n'y avait quasiment pas d'eau chaude, et la boutique étant dans le sous-sol de l'hôtel.
à ce moment-là, j'ai été un peu sceptique. J'ai été voir la boutique et on m'a dit « Oui, elle est petite, mais on commence à vendre des produits assez chers, ça marche pas mal, donc vous devriez quand même bien analyser tout ça, ce que j'ai fait. On a rencontré les dirigeants à l'époque qui nous ont fait part de leur volonté de développer l'économie, etc. Et on a donc décidé, et on était les premiers, de développer l'entreprise en Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la marque Louis Vuitton est leader sur le marché chinois et de très loin de toutes les marques de luxe. Et bien entendu, dans l'intervalle, nous avons rajouté sur le marché l'ensemble de nos marques. Et aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 employés en Chine. Même chose s'est passé en 93 en Russie. En 93 en Russie, c'était M. Yeltsin. Et il se trouve que j'étais ami avec le grand violoncelliste Rostropovitch, qui est un artiste immense, qui m'a invité à aller assister à un concert qu'il faisait sur la Place Rouge. Donc je me retrouve sur la Place Rouge, j'écoutais son concert magnifique, et après il me disait « Écoute, viens avec moi, on va aller voir mon ami ». Son ami, c'était M. Yeltsin, qui va nous parler un petit peu de tout ça. Bon, alors entre 2 verres de vodka, parce que l'un et l'autre buvaient énormément de vodka, moi je m'abstenais parce que moi je serais mort si j'avais bu le 10e de ce qu'ils pouvaient ingurgiter tous les deux, et Slava Rostropovitch ne buvait qu'après ses concerts, évidemment. Il nous explique, M. Yeltsin, que la Russie va se développer, qu'il y a des réserves énergétiques, etc. Bon, donc on décide d'investir, d'ouvrir des magasins. Nous avons toujours un magasin sur la Place Rouge qui date de l'époque, sur le coin, un magasin qui s'appelle Le Goum et la Place Rouge. Peut-être ceux d'entre vous qui sont allés en Russie l'ont vu. Donc le groupe s'est développé de cette façon avec un esprit pionnier, parce que c'est très important d'avoir cet esprit un peu d'aventure. Je parlais du rêve tout à l'heure. Voilà, on va en Russie, on trouve des bonnes équipes pour démarrer les affaires en Russie et on développe ça. Bon, je suis d'un naturel rêveur. Je pense d'ailleurs que c'est bon dans les affaires de pouvoir rêver. Il faut donner des objectifs à ces équipes qui sont toujours quelquefois au-delà de ce qui est envisageable normalement. Et donc, j'ai commencé d'ailleurs comme ça au tout début. Voilà, donc rêver, pour l'instant, ce qui me fait rêver, c'est nos produits. J'essaie qu'ils soient de plus en plus attirants. Voilà mon objectif pour les 10 prochaines années. Dans les entreprises, il faut toujours rêver un peu. Il ne faut pas être rêveur, mais il faut avoir l'esprit agile et toujours assez orienté vers le dépassement. Et donc on s'est dit, puisque ce qui nous intéressait chez Boussac, c'est plusieurs choses, et notamment quelques marques, dont Christian Dior. On s'est dit, voilà, un joyau, j'avais pu l'expérimenter aux États-Unis, voilà un joyau français, on va essayer, en partant de cela, de transformer ce groupe et d'en faire le premier groupe de luxe au monde. Évidemment, nous n'avions aucune idée, quand on a dit ça, de la façon de procéder pour arriver à l'objectif. Mais le fait de définir une mission comme celle-là, ça a galvanisé les équipes, ça a galvanisé tous nos collaborateurs, et ils se sont sentis avec nous investis d'une mission consistant à faire quelque chose d'extraordinaire, sans trop savoir. Ça fait maintenant plusieurs années que je dis à mes collaborateurs et à mes actionnaires qu'on ne peut pas continuer à avoir une croissance qui se prolonge avec des taux d'intérêt très faibles, des valorisations qui montent au ciel, alors que depuis que je suis dans les entreprises, je constate que tous les 10 ans, au maximum, arrive une grande crise économique. Et je n'étais pas écouté. Là, je n'avais pas prévu du tout que cette crise serait d'origine sanitaire, mais on est dans une crise économique assez dramatique. Nous avons une entreprise qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, qui est le cognac. Ça, c'est une
affaire intéressante parce que quand je suis arrivé à la tête d'LVMH, on avait déjà le cognac Hennessy et un des principaux marchés, c'était le Japon. Pour vous montrer à quel point il faut aussi être capable de gérer la cyclicalité. Et je me rappelle, on m'a dit, voyez, c'est formidable, on va dépasser le 1 million de caisses de cognac en 91 au Japon. Bon, eh bien aujourd'hui, donc quelques années après, 25 ans après, au Japon, le marché a complètement changé et on ne vend plus que 3 ou 4 000 caisses. Donc on a assisté là à l'effondrement d'un marché et grâce à l'adaptabilité de nos équipes, on a transféré une bonne partie de cette demande à la fois sur la Chine, qui s'est développée pendant la période, et sur le marché américain. Donc aujourd'hui, Hennessy est un produit qui est extrêmement demandé aux États-Unis, à tel point qu'on est un peu court, on est même très court en capacité de production. Nous avons depuis maintenant très longtemps eu comme stratégie justement de couvrir à peu près l'ensemble de la planète avec nos implantations, avec nos boutiques et avec nos différentes filiales. Donc c'est vrai, quand une partie du monde va moins bien, ce qui est le cas en ce moment de l'Europe, parce qu'il n'y a plus de visiteurs, vous avez vu, les aéroports sont arrêtés, enfin, bref, l'Europe est la zone du monde actuellement la plus délicate, la plus sinistrée, mais au même moment, comme vous l'avez souligné, la Chine est repartie d'une manière étonnante. Le Japon s'en sort pas mal, avec un nombre de morts assez faible et donc une économie qui continue, et les États-Unis, bon, là, sont dans une situation sanitaire préoccupante, mais au niveau économique, pour l'instant, je ne sais pas ce que va faire le nouveau président, mais ça a l'air de fonctionner. Donc, une répartition géographique qui nous est, c'est vrai, favorable à l'heure actuelle. Et c'est vrai aussi qu'un groupe comme le nôtre se renforce quand il traverse une crise, parce que sa présence économique lui permet de traverser ces moments difficiles mieux que d'autres. Et donc, relativement à certains concurrents, nous sortons en comparatif plutôt renforcés. Alors là, je voudrais faire juste une petite remarque. Il faut être très prudent. Moi, je suis toujours très prudent quand on investit dans une nouvelle entreprise. Parce que j'ai constaté que celui qui achète une entreprise, c'est un peu comme celui qui achète une voiture d'occasion, il est toujours à son désavantage. S'il ne connaît pas les différents problèmes qu'il peut y avoir, et évidemment, celui qui lui vend, il a toujours tendance à améliorer fortement la présentation de l'objet qu'il veut vendre. Donc, j'ai toujours été très prudent, ce qui m'a amené d'ailleurs, dans certains cas, à rater certaines affaires, parce que peut-être j'étais trop prudent. Mais je dis toujours, il vaut mieux rater une bonne affaire qu'en faire une mauvaise. Donc, on a malgré tout augmenté très fortement le nombre d'entreprises du groupe, avec, dans certains cas, des exemples d'acquisition très réussis. Prenons un exemple, si vous voulez, qui est Sephora. Sephora, c'est aujourd'hui le leader de la distribution de parfums et cosmétiques, de produits de beauté dans le monde. Cette entreprise, nous l'avons acquise en 98 pour environ 150 millions d'euros et ensuite elle avait quelques magasins. Et ensuite on l'a développée dans toute une série de pays, notamment aux États-Unis. Et aux États-Unis, le démarrage a été difficile. Il était tellement difficile que lorsque j'avais des réunions avec les analystes qui regardaient un peu nos résultats, on me recommandait souvent de ne pas insister, il faut arrêter ça perdait de l'argent effectivement, on n'avait pas très bien commencé. Et aujourd'hui, alors je vous passe tout ce qu'on a fait pour remettre cette affaire dans une phase ascendante aux États-Unis. Et aujourd'hui, sur le marché américain, Sephora, c'est le premier vendeur de produits de beauté devant toutes les
chaînes américaines, les Macy's, les Bloomingdale et tout ça, dans les magasins physiques, mais c'est également le premier vendeur sur Internet de produits de beauté aux États-Unis. Et c'est donc à partir de France, on a énormément de possibilités, parce que la France est un pays formidable. Bon, il a été, au niveau des entreprises, souvent bridé. Au niveau des petites entreprises en particulier, ou des moyennes entreprises, il a été bridé. Et nous, on essaye de démontrer qu'il est possible, à partir de France, de développer une entreprise au plan mondial. Alors l'attitude entrepreneuriale, ça consiste aussi, ça c'est très important, à être toujours insatisfait. On n'est jamais content de ce qu'on fait. On pense toujours que ça devrait être mieux. Et surtout quand ça va très bien. Voilà, j'ai dit à mes collaborateurs, on a eu des résultats records en 2016. Bon, on vient de dépasser les plafonds de la valeur d'entreprise. J'aurais dit, c'est maintenant qu'il faut être le plus prudent. Parce que, d'abord, il faut lutter absolument contre l'autosatisfaction. Il n'y a rien de pire pour une organisation que de se trouver en situation d'autosatisfaction. Et c'est très facile. Quand vous avez quelque chose qui marche très bien, dont tout le monde écrit, c'est formidable, ça, vous dites, voilà, ça y est, on y est, c'est fini, on a tout ce qu'il faut. Bien, c'est précisément, à mon point de vue, dans les entreprises, à ce moment-là, qu'il faut être le plus vigilant.